Bienvenue dans ce nouvel épisode des rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Chaque semaine, une position lucide à rebours du mythe de la Startup Nation avec un acteur de l'innovation française. Je suis Antoine Gouritin. La semaine dernière, Antoine de Decker nous racontait où en était réellement le marché à la mode de l'intelligence artificielle et des chatbots. Il nous expliquait aussi comment il envisageait le travail chez Inceptive, son entreprise implantée à Grenoble, loin des clichés des baby-foot et des ateliers de créativité avec du Lego. Vous pouvez écouter cette discussion dans votre application de podcast préférée, sur Spotify et sur disruption-protestante.fr. Aujourd'hui, je vous emmène en région parisienne pour rencontrer Florence Durand-Tornard, fondatrice et déléguée générale de l'association Ville Internet qui vient de fêter ses 20 ans. À l'occasion de cet anniversaire, nous avons sorti les 3 premiers épisodes d'une série que nous réalisons ensemble qui s'appelle Ici Demain. Il s'agit d'une série documentaire sur le modèle de disruption protestante qui vous fait entendre des élus de terrain parler des projets numériques concrets mis en place au service de leurs administrés. Tous les détails sont dans la description de cet épisode. Ville Internet anime une communauté importante d'élus dans toute la France pour mettre en valeur les projets qui marchent et encourager les partages d'expériences. L'association a notamment participé l'année dernière à un rapport commandé par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Le rapport défend une vision citoyenne de la fameuse ville intelligente, qui devrait être une ville partagée et non une ville servicielle privatisée par les géants d'Internet. Lien et bibliographie dans les notes de l'épisode. Florence suit donc toute cette actualité de l'intérieur et il était intéressant d'avoir sa vision du rapport qu'entretiennent les collectivités avec le fameux esprit start-up et les mutations qu'il engendre. À commencer par ce paradoxe. L'emploi en start-up représente moins de 1% de la population active des métropoles françaises. C'est même 0,7% dans l'ensemble de la métropole nantaise, pourtant l'une des plus dynamiques dans le domaine. Dans une étude publiée récemment chez Sorbonne Université Presse, on apprend que les créateurs d'entreprises technologiques installent leur activité en grande majorité là où ils habitent. Pourtant, les collectivités locales mettent des moyens importants en financement, accompagnement et communication sur ce qui reste un nain économique. Bonne désinspiration! Effectivement, il est possible que les startups représentent moins de 1% des actifs en France. Cependant, les bénéfices pour les collectivités locales, enfin telles qu'elles le voient en tout cas, c'est de pouvoir animer le territoire, activer l'économie locale en s'appuyant sur le secteur privé qui va lui créer de nouvelles dynamiques avec l'international notamment, en faisant venir des acteurs internationaux, des étudiants, mais également en créant un flux d'activités nouvelles par des gens qui ne sont pas effectivement obligatoirement de nouveaux employés, mais qui sont des universitaires, des chercheurs et d'autres entrepreneurs, voire encore une fois des investisseurs étrangers. Donc cette dynamique locale qui est créée par les startups est effective et d'autant plus quand elle est très organisée. Elle s'est organisée probablement depuis 1999 avec la loi Allègre qui lançait la notion d'incubateur public pour la recherche et l'innovation et qui étaient donc des investissements d'État pour permettre que la recherche publique soit dynamisée puisqu'on avait une faiblesse en France de ce côté-là et effectivement probablement les startups qui aujourd'hui vivent à la fois de fonds publics et de fonds privés sont des univers où se développe une recherche et une innovation peut-être assez originale même si on peut discuter de ce flou, voire certains parlent d'une faille entre la recherche publique et la recherche privée, et notamment sur l'évaluation de cette recherche, mais c'est un sujet qui concerne plus les universitaires, quoique l'économie aurait à y apprendre probablement beaucoup. Depuis 2014, avec le fonds French Tech d'accélération, les ex-quartiers numériques, puisque ce label French Tech est né de ces écosystèmes des quartiers numériques qui avaient été créés sur des entreprises existantes, comme l'aérospatiale à Bordeaux, par exemple, où on était sur des secteurs d'innovation qui eux-mêmes pouvaient investir localement dans des espaces de recherche et d'innovation, dans des incubateurs et puis ensuite dans des accélérateurs économiques. Aujourd'hui, on sait que donc il y a 200 millions qui ont été investis par la BPI, par BPI France, la banque publique, en appui avec la Caisse des dépôts, avec l'Agence française pour le développement, et qui avait donc 2 objectifs. Un objectif de levée de fonds étrangers,
à faire entrer en France pour soutenir l'économie française de l'innovation, mais par elle-même l'économie en général, et notamment l'économie dans les territoires. Donc ces investissements étrangers étaient fortement attendus. Probablement ils sont arrivés en grande partie pour soutenir donc des incubateurs, des pépinières d'entreprises, et on a vu une dynamisation des territoires forte par la présence de ces investisseurs étrangers qui, bien sûr, ces investisseurs étrangers qui amenaient évidemment aussi des investisseurs français en dehors de Paris, sachant qu'aujourd'hui, on sait que les investissements dans les startups sont faits essentiellement à Paris dans une quantité absolument impressionnante, puisqu'on parle de 77% des montants investis, que ce soit des montants étrangers, européens ou français investis en Île-de-France, ce qui pose une question, qui est la question de la décentralisation de l'innovation. Et là, French Tech a contribué à cette décentralisation en soutenant des quartiers, donc avec dans les différentes villes de France, évidemment dans les métropoles. On est au moment de la métropolisation, donc il s'agit aussi de dynamiser la notion de métropole, de lui donner un objet et autre que la mutualisation interterritoriale. Et on est là sur effectivement cet objet d'innovation proposé par les métropoles en France. Tu parlais de décentralisation, on l'observe un petit peu au fameux CES de Las Vegas, salon des nouvelles technologies dont on a parlé déjà pas mal dans l'émission. Tu as été contacté, je crois, pour emmener des élus au CES de Las Vegas. Il y a en effet beaucoup de startups françaises qui sont exposées. On va pas refaire le débat sur la pertinence de la présence française, ça pourrait nous prendre des heures. Mais est-ce que tu peux m'expliquer la pertinence pour des élus locaux de s'y rendre et si la pertinence est difficile à saisir, pourquoi est-ce qu'ils sont motivés pour y aller ? Alors, ils sont relativement peu motivés pour y aller quand ils ne sont pas eux-mêmes impliqués. Ça dépend de la strate d'élus dont on parle. Il est évident qu'on attend des élus au gouvernement qu'ils y soient. Bon, ils en ont été empêchés cette année pour des raisons de politique intérieure, mais ça semble cohérent puisqu'ils portent encore une fois le rayonnement économique de la France, et que quand il y a un ministre, voire un président de la République, évidemment, l'impact est beaucoup plus fort. L'impact à l'international, bien sûr, mais aussi l'impact au national. Donc en fait, ces élus, il faut savoir qu'aussi ils votent dans leur conseil métropolitain les financements qui permettent aux startups de partir. Il faut savoir que la présence française au CES est essentiellement financée par l'argent public, que ce soit la BPI ou d'autres, la Caisse des dépôts, mais aussi les régions elles-mêmes. J'aimerais que les chiffres de l'investissement des régions sur les déplacements au CES, par exemple, soient connus, soient plus ouverts. Il y en a certaines qui ont déclaré, comme l'Occitanie, qu'elles mettaient 150 000 euros pour le voyage. Effectivement, ça correspond à peu près aux 3 ou 4 000 euros par entreprise ou par personne d'une entreprise pour un nombre de startups assez limité. Donc, que les élus accompagnent les entreprises, qu'ils aident à voyager et à être présentes, c'est normal, puisque du coup, le rayonnement également de la région en question va en profiter. Et c'est bien sûr des enjeux de concurrence interrégionale au niveau européen notamment qui se jouent. Donc c'est assez important de ce point de vue-là. Pour ce qui est des élus locaux, des élus des villes moyennes, des élus des petites villes, voire des élus ruraux, ceux du réseau Ville Internet notamment, c'est beaucoup plus difficile de choisir d'aller au CES de Las Vegas et pour savoir ce qu'on va y faire. Effectivement, il ne suffit pas d'y être invité. Heureusement, nos élus sont responsables et beaucoup sont invités et peu y vont effectivement. D'abord parce qu'on leur redemande des financements pour essayer de créer un modèle économique autour de ces déplacements, et ce qu'ils ne peuvent pas faire, bien sûr. Plus la ville est petite, plus c'est impossible, ni même envisageable. Donc les élus de ces communes moyennes ou périurbaines ou rurales, ne voient pas l'intérêt effectivement d'accompagner les startups, d'autant plus qu'ils ne sont pas eux-mêmes accompagnés pour financer
des incubateurs, des lieux d'échange de télétravail qui permettraient à l'implantation des entreprises. Donc en fait, ça se mord un peu la queue, c'est-à-dire que tant qu'on ne les aide pas à déployer le numérique dans les territoires, tant qu'on ne leur donne pas des moyens pour qu'ils en soient responsables, il n'y a aucune raison qu'ils aillent se représenter à l'international pour être fiers d'un travail qu'ils n'arrivent pas à faire puisqu'on ne leur attribue pas officiellement des moyens ou des ressources qu'ils pourraient mettre en œuvre pour développer cette innovation locale. Le CES, c'est une grande opération où certaines entreprises françaises qu'on voit peu, mais s'y retrouvent très bien. Ce sont tous les communicants et les organisateurs de salons. Et tant mieux pour eux, hein. Moi, j'en connais certains, je suis ravie pour eux, très malins, ils font les choses bien, Mais finalement, n'oublions pas que le CES, le Consumer Electronic Show, c'est organisé par une association qui s'appelle le Consumer Technology Association, qui est un syndicat professionnel de l'industrie électronique grand public aux États-Unis. Donc en fait, ceux qui profitent le plus des déplacements français et des déplacements des élus, mais de tout autre, et qui ont besoin que les délégations sont importantes, eh bien c'est ce Consumer Technology Association qui gère les fonds d'une manière totalement entrepreneuriale et capitalistique du CES et qui a besoin que les États-Unis soient positionnés comme les leaders en matière les drivers, comme il dirait un peu, en matière d'économie numérique mondiale. Et donc, on reste dans un espèce de schéma où les États-Unis, non seulement ont les grands serveurs racines de l'Internet mondial, ont les grandes entreprises GAFA, etc., qu'on connaît, mais en plus, ils ont le plus grand Electronic Show de la planète, parce qu'évidemment, personne n'essaye même de les concurrencer. L'idée serait peut-être pour la France, si elle voulait installer son rayonnement, d'accueillir le Citizen Electronic Show. Moi, je voudrais qu'on organise l'exposition des villes françaises dans tout ce qu'elles sont capables de faire comme service public numérique aux citoyens. Et je peux vous assurer que sur ce point-là, on est en avance, alors qu'on est très en retard sur l'économie numérique mondiale. À l'occasion de cet échange sur la question de la relation entre le secteur public et le secteur économique numérique et de l'innovation en France, j'ai découvert, j'en avais eu écho, mais j'ai voulu vérifier mes sources et donc j'ai fait un travail d'enquête et j'ai découvert que ce qu'on ne dit pas assez dans notre pays, parce qu'il faut savoir reconnaître ses défauts et ses faiblesses pour pouvoir y pallier, or on en parle assez peu, c'est que finalement la France est très mal placée dans la plupart des classements. Alors on l'avait vu sur la ville intelligente dans le rapport pour un modèle français de la ville intelligente, mais c'est un autre sujet, mais je ne le savais pas pour l'économie numérique. Or, si on regarde le placement de la France dans l'économie numérique mondiale, eh bien, on est situé, selon le World Economic Forum, on est situé à la 13e place pour ce qui concerne l'e-government, l'e-gov, donc tout ce qui est services en ligne, à la 23e place pour l'interconnexion des services et des données, donc ce qui donne tout simplement des formulaires pré-remplis. Donc 23 pays dans le monde sont plus forts que la France en matière de formulaires pré-remplis. C'est quand même impressionnant. Et au niveau européen, eh bien, on est sur l'indice européen de l'économie numérique, le DESI, on est à la 19e place en Europe. Donc, je pense que l'urgence pour la France, plutôt que de se précipiter au CES de Las Vegas, ce qui est une technique classique, c'est partir par le haut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire du tout, mais il faut quand même se poser la question s'il n'est pas d'abord essentiel que la France se positionne au niveau européen, qu'elle réfléchisse sur les différents critères de cet indice européen qui quand même sont tout à fait intéressants, qui se rapprochent parfois de certains critères à toute petite échelle, mais de ville Internet sur son label national, qui sont la connectivité, le capital humain, les usages effectifs des services numériques, l'intégration des technologies dans la vie quotidienne et les services publics numériques. Eh bien, sur les services publics numériques, ce 5e critère du DESI, je pense que la France est capable de gagner des rangs. Donc il faut absolument montrer ce qu'on est capable de faire, parce que ce qui est bien fait dans notre pays aujourd'hui est fait essentiellement en matière de services publics par les collectivités, et l'innovation démarre dans les collectivités. Donc voilà, c'est ce que j'avais appuyé à cette occasion.
Ça fait longtemps qu'on entend que le modèle social français et son millefeuille administratif coûterait bien trop cher. D'un côté, les méthodes des startups adoptées par les services publics et d'un autre côté, la privatisation pure et simple de ces services publics par les startups seraient pour certains des solutions pour réduire les dépenses publiques. Qu'en penses-tu ? C'est un choix politique que de dire qu'il faut réduire les dépenses publiques. Moi, j'ai un choix politique inverse. Je pense qu'il faut augmenter les dépenses publiques. Il faut augmenter les dépenses publiques à la mesure de la fiscalité. C'est une position politique. Bon, écartons ça pour le moment. Considérons qu'effectivement, il faut rationaliser, et ça probablement c'est vrai, le fonctionnement des services publics, mais ce n'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème d'emploi, c'est pas les critères de l'économie ne sont pas ceux, et encore moins les critères de la bulle spéculative ne sont pas applicables aux collectivités locales et encore moins au gouvernement. On a un système fiscal par répartition qui fait qu'on a un montant d'argent qui est prélevé par l'impôt, qui est dédié directement, et c'est ça la confiance des citoyens français dans la République, c'est de dire « je paye des impôts et vous les utilisez pour mon bien-être ». Pour des besoins essentiels, pour des besoins qui ne peuvent pas être vendus, parce qu'on ne peut pas les acheter, on n'aurait pas les moyens de les acheter. Ils doivent être produits d'une manière suffisamment horizontale, généralisée et globalisée, pour que ça touche tous ceux qui en ont besoin, et on sait qu'on va parfois payer pour des besoins qu'on n'a pas, mais qu'on pourrait avoir, et que les temps de vie ne sont pas les mêmes, et je ne vais pas reprendre toute la chaîne de la vie. Quand vous avez des besoins en tant que parent d'éducation et d'école gratuite, eh bien, vous n'êtes plus parent, vous avez d'autres besoins, peut-être que vous êtes malade et vous avez besoin de l'hôpital gratuit, etc., etc. Donc on ne peut pas faire la République ne se vend pas. La République n'est pas un produit. Est-ce que c'est pas l'idéologie qu'on entend de plus en plus pourtant maintenant ? Exactement, c'est pour ça que je pense que le choix technologique et le choix de méthode du développement technologique et de l'usage qu'on en fait est un choix totalement politique. C'est pour ça qu'on appelle, et j'appelle personnellement et aussi dans mon activité professionnelle avec Ville Internet, j'appelle à ce que les élus se mettent en mouvement pour ne pas permettre la privatisation des services publics, pas par principe politicien, mais pour garantir la fiabilité et la confiance que les citoyens ont encore aujourd'hui dans l'organisation d'un système qui va aider les plus défavorisés, qui va aider à cette solidarité, mais qui est surtout de la fraternité, c'est-à-dire qu'on est tous égaux, on est tous fraternels, on est tous dans la même famille, dans le même groupe. Après, chacun mettra les limites du groupe où il veut. Et dans ce groupe, mais en tout cas dans ce groupe qui autofinance son bien-être, et ses besoins essentiels, il faut absolument garder cet équilibre-là. Je voulais finir là-dessus. On a de plus en plus, alors c'est souvent dans les grandes métropoles, la limite commence à être un petit peu floue. Ça engage des problèmes de souveraineté numérique aussi, avec, je pense aux initiatives de Uber à Nice par exemple. Alors c'est un partenariat, c'est pas vraiment Uber qui privatise les transports en commun niçois, en tout cas pour le moment. Et il y a aussi le cas des ateliers Google qui sera le sujet du prochain épisode. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces choses-là ? Il y a un atelier Google qui ouvre à Montpellier bientôt notamment, où c'est assez intéressant de voir qu'en conseil métropolitain on a voté la mise à disposition d'un espace pour Google. Mais alors comment peut-on faire pour éviter tout ça ? Peut-être en sensibilisant les élus ? Mais tu sais Antoine, la question essentielle c'est peut-être de sensibiliser les entrepreneurs à ces questions-là. Moi je trouve qu'aujourd'hui on met trop les gouvernements, les élus, le secteur public sur la sellette. C'est pas de là que viennent les problèmes. Les problèmes, ils viennent du modèle économique qui est choisi par les entrepreneurs français, par les financeurs français, par les investisseurs français. Moi, ce sont eux que j'interroge. Individuellement, chacun doit se poser la question de sa responsabilité par rapport à la société. Une de leurs responsabilités, c'est de d'expliquer clairement, et pas uniquement aux élus, à tous les citoyens. Les élus, c'est quoi ? C'est quoi un élu ? Un élu, c'est un citoyen actif qui a décidé de s'engager plus que d'autres. Et qui a été élu parce que les autres ont considéré qu'ils pouvaient leur confier, en confiance, la responsabilité de gérer leurs intérêts.
leurs intérêts dans un espace public et dans un secteur public. Mais aujourd'hui, ceux qui perturbent le jeu, ce ne sont pas les élus. En quoi les élus sont en retard ? Moi, je te dis que les élus, ils sont en avance. Les élus, ils préservent justement l'essentiel. Ils préservent l'égalité des territoires. Ils préservent le développement économique sain d'un territoire. Ils préservent une administration fiable pour les citoyens. Aujourd'hui, ceux qui poussent à la transformation poussent, de mon point de vue, d'abord à une transformation à visée plus qu'économique, financière, à visée de profit immédiat. Et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire que ce que les responsables du secteur privé, et il y en a beaucoup qui pensent comme moi, beaucoup plus qu'on imagine. Et c'est cela que j'interpelle d'abord. C'est tous ces entrepreneurs responsables. C'est une nouvelle responsabilité sociale de l'entreprise. La nouvelle responsabilité sociale de l'entreprise est de prendre le temps de réfléchir aux transformations qu'elles imposent aux organisations, et notamment aux organisations publiques. Ces transformations-là sont graves. Elles ont des incidences durables sur la stabilité sociale et sur l'environnement et la stabilité mondiale et planétaire, probablement, puisqu'on est passé dans le fameux anthropocène, qui pour moi est plutôt un capitalocène. On peut se jouer sur ces mots comme ça. Voilà, donc ce sont les entrepreneurs qui doivent expliquer ce qu'ils font, pourquoi ils le font et en quoi ça sert le service public et la démocratie. S'ils nous expliquent, à nous, entre guillemets, les élus, je me mets de leur côté, s'ils nous expliquent en quoi ça sert la démocratie, ça sert le service public, ça sert l'équilibre républicain que la France sait tenir encore aujourd'hui, dans ce cas, les élus pourront dire « je fais le choix de vous suivre ». Mais en attendant, ils se méfient, et c'est une méfiance saine qui doit être construite. Or, aujourd'hui, les choses vont trop vite, c'est le dernier élément qu'on pourrait citer, c'est que la vitesse qui est imposée par le système de l'économie numérique mondiale n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. On n'est pas obligé de suivre cette vitesse. Le temps public, le temps humain, est un temps de la réflexion, de la raison, est un temps de la controverse. Vous avez tort, j'ai raison. Vous prenez telle solution pour la transformation de mon organisation publique. Pourquoi ? Comment ? Expliquez-moi. Voyez, et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on mette en place aujourd'hui et qu'on profite de l'intelligence et de la capacité de débat qu'a la France. Elle le montre, mais c'est extraordinaire. C'est pas le grand débat national qui a fait le débat. Ce sont les débats des Gilets jaunes dans la rue, et les débats des Gilets jaunes dans la rue se sont faits sur des débats locaux, des débats de proximité. Donc aujourd'hui, on est dans un temps long de débat important sur l'avenir de notre société. C'est très sain. Et participons à ce débat pour défendre justement ce type d'idées, ou en tout cas en comprendre les tenants et les aboutissants. Et à ce sujet, je t'ai emmené visiter il y a quelques mois les fameux ateliers Google de Rennes. Quelle a été ta réaction à leur découverte ? J'ai réfléchi depuis que j'y suis allée parce que ça m'a traumatisée. Alors ça, je peux le dire officiellement, j'ai été traumatisée par ma visite de l'atelier Google à Rennes. Et le traumatisme n'est pas simple. J'ai eu l'impression d'une ingérence inversée en quelque sorte. C'est-à-dire que d'habitude, j'ai l'impression de maîtriser mon choix d'aller sur Google. Je le fais ou je le fais pas, c'est mon problème et ma responsabilité. Et de là où je suis placée, je pense avoir un certain nombre d'arguments pour savoir pourquoi je l'utilise ou pourquoi je l'utilise pas. En revanche, le fait qu'il y ait une matérialisation de Google sur un territoire comme la ville de Rennes me choque, mais totalement. D'une part parce que c'est ce que ça pourrait être dans une autre ville, c'est-à-dire que c'est un envahissement de l'espace public et une matérialisation de Google dans l'espace public qui me transporte aux États-Unis au moment où j'y rentre, et ça me dérange. Mais, encore une fois, je ne suis pas obligée d'y rentrer, donc je peux faire le choix. Mais, en revanche, là où ça m'a vraiment choquée, c'est que la manière dont ils se remettent en question, soi-disant dans les thématiques qu'ils abordent dans leur programme d'atelier, est absolument manipulatoire. Et ça, c'est assez insupportable parce que c'est très compliqué d'y résister. Il faut avoir une culture, et moi, ça fait 20 ans que j'essaie de l'apprendre et j'y suis pas encore, une culture numérique
suffisamment solide pour pouvoir rentrer dans ces magasins Google qui ne sont que des magasins et pas des ateliers, et rentrer dans l'univers de Google pour devenir un produit Google. Et c'est nous qui sommes exposés dans ces magasins, et ces magasins sont exposés dans l'espace public. Et c'est ça la responsabilité qu'il faut transmettre aux élus locaux. C'était les rencontres désinspirantes de Disruption Protestante. Retrouvez toutes les informations sur la série et écoutez les autres épisodes sur disruption-protestante.fr et abonnez-vous dans votre application de podcast favorite pour ne rien rater. Disruption Protestante est une série produite par Antoine Gouritin, la musique originale du générique est de Julien Solaire.